Bonjour Laurent Guyeno, Bonjour. pouvez-vous vous présenter et nous dire comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre? Tout remonte à 5 ans environ maintenant. J'ai mis 4 ans pour écrire ce livre et je suis rentré dans ces sujets-là vraiment par accident. C'était pas du tout ma formation ni mon intérêt au départ. Je venais de terminer un livre sur les fées au Moyen Âge, donc vraiment on était très loin du sujet. Et j'ai été sensibilisé en fait de manière très banale sur le sujet du 11 septembre au départ par une ou deux vidéos, la vidéo Loose Change en particulier, hein, qui était la plus connue. Et donc très rapidement, mon univers s'est complètement effondré, ma représentation du monde a complètement été bouleversée, ça a été un choc énorme. Et ça m'a pris un certain nombre enfin, ça m'a pris du temps à essayer de comprendre si c'était possible, si c'était vrai que tout ce qu'on nous avait raconté sur le 11 septembre était faux. Et donc c'était, alors moi j'étais pas très précoce, hein, c'était en 2000, ça devait être en 2010, non, 2008, 9, enfin je sais plus exactement, ouais, mais voilà, donc pendant tout ce temps-là, jusqu'en 2008, j'étais un adepte de la vérité officielle sur le 11 septembre. J'étais très américanophile, j'adorais les États-Unis, j'avais aucune... pour un Français, j'étais exagérément américanophile hein, par rapport à toutes mes connaissances. Et donc du coup aussi assez pro-Israël, je n'avais pas de problème. Donc j'ai été à la fois effaré par ce que je découvrais et puis en même temps effaré par ma propre naïveté, je me demandais comment c'est possible que j'ai pu avaler tout ça. Et au fur et à mesure que je creusais, donc je suis disons curieux, j'ai un tempérament de chercheur, donc je me suis mis à rechercher. En plus, je suis prof d'anglais, donc j'ai pas eu de difficulté à creuser tout ce qui se faisait en anglais. Et donc de fil en aiguille, j'ai découvert des tas de choses. Le 11 septembre, j'ai découvert un peu toutes les facettes de la chose. À un moment, j'ai éprouvé le besoin de remonter plus loin, d'où ça vient, tout ça. Et quand on remonte, on arrive forcément à Kennedy. Donc l'histoire de Kennedy m'a aussi bouleversé, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et puis il est arrivé un moment où je me suis dit il faut que je contribue à cette recherche. Donc mon ambition au départ était essentiellement de rassembler un peu l'essentiel, de faire le tri entre ce qui me paraissait sérieux, et puis de faire un condensé. Je me suis dit le public français ne peut pas creuser tout ça, enfin quelqu'un qui n'est pas anglophone ne peut pas creuser tout ça, la recherche vraiment de pointe se fait en anglais, donc je me suis dit ma contribution ça va être d'essayer de présenter au public français un condensé. Voilà. Et puis, bon, du coup, j'ai quand même été amené à apporter ma propre contribution à la recherche elle-même. Donc, j'ai publié aussi quelques articles sur Internet en anglais qui ont été appréciés. Donc, voilà. Bon, et puis, forcément, j'ai été amené un peu plus loin que je voulais. Et au début, je pensais faire un petit bouquin de 120 pages, et puis voilà, quoi. Et au bout d'un moment... Donc l'ambition que j'ai eue, c'est vraiment d'arriver à faire une narration des événements, d'essayer de comprendre en mettant l'accent sur les événements clés, laisser de côté tout ce qui est obscur, bon, j'espère être parvenu à faire quelque chose qui se lit bien, qui permet de bien comprendre les étapes, les acteurs clés, et puis le lien entre Kennedy, puisque finalement, je pense que pour vraiment comprendre comment on est arrivé au 11 septembre, il faut remonter à Kennedy, qui est quand même un tournant clé de toute cette histoire. Qu'est-ce que l'état profond? Alors, donc, ce qu'on appelle l'état profond, terme forgé, je crois, par Peter Dale Scott, qui est un politologue canadien-américain, je crois, en tout cas vulgarisé par lui. C'est une expression qui désigne quoi? Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut considérer que ça désigne des forces obscures du point de vue du grand public, hein, qui en réalité contrôlent l'État officiel, hein, les élus, les présidents, les députés, etc. On a l'État officiel qui est une institution, voilà. Puis on a derrière ou en dessous, hein, en profondeur, d'autres acteurs qui sont donc liés évidemment au monde économique, surtout aux États-Unis où la politique se joue à coups de millions ou de milliards de dollars. Hein. Donc voilà, on peut voir ça comme... et ça, c'est pas difficile à comprendre quand on parle des États-Unis. Aujourd'hui, bon, c'est assez banal de considérer que
que les politiciens américains sont achetés avant même d'être élus et même avant même d'être éligibles, puisque n'importe quelle campagne électorale coûte des milliards. Donc l'État profond a une dimension, est lié au monde financier, de la haute finance, mais il est aussi lié à d'autres, il est aussi lié au monde de l'intelligence, c'est-à-dire du renseignement, intelligence au sens américain du renseignement. En 1947, on a Harry Truman, qui est président, qui vient de balancer 2 bombes atomiques sur le Japon en 1945. Et donc, qui vient de créer, on peut dire que la guerre froide, il y a plusieurs manières de voir le début de la guerre froide, mais moi je pense que le début de la guerre froide, tout simplement, c'est Hiroshima, parce que c'est une manière de créer un nouvel ordre mondial fondé sur la terreur nucléaire. Et donc, forcément, la guerre froide donc, a déclenché le besoin de créer cet État sécuritaire qui est une structure dédiée à gagner la guerre froide. Alors c'est quoi? Alors Truman crée en 1947 donc avec ce National Security Act, il crée un certain nombre de choses, il crée le Conseil de sécurité nationale, plus tard qui aura un conseiller, qui aura un chef, le conseiller de sécurité nationale, qui est une personne donc, qui devient de plus en plus importante dans la politique étrangère, qui n'est pas un élu, mais qui est donc un personnage clé de l'État profond, qui est un peu entre les deux. Et il crée la CIA aussi. Donc la CIA, c'est vraiment la pièce maîtresse de l'État profond, du moins plus maintenant, je pense, mais dans ces années-là, pendant longtemps, ça reste la pièce maîtresse de l'État profond. Quand on étudie l'histoire de la CIA, surtout à ses débuts, elle est dédiée au néocolonialisme américain. Elle est dédiée alors, à la guerre froide d'une part, mais aussi, puisqu'elle intervient en Amérique latine, elle fait plein de choses, elle déstabilise des tas de gouvernements. Allen Dulles va organiser en mai 1953 l'opération Ajax, le premier d'une longue série de coups d'État entièrement gérés par la CIA. À Téhéran, le premier ministre iranien Mossadegh vient de décider la nationalisation de l'Anglo-Iran Oil Company. Les Britanniques organisent un embargo international à l'encontre de l'Iran, plongeant le pays dans le chaos. Mais les compagnies pétrolières anglo-saxonnes qui quittent le pays jugent cette mesure insuffisante et poussent le Premier ministre anglais à demander au président Eisenhower de les aider à se débarrasser de Mossadegh. C'est Allen Dulles qui mettra au point son renversement et le retour au pouvoir du jeune Shah Reza Pahlavi qui dirigera le pays jusqu'à sa chute 25 ans plus tard. Ça n'a pas été un coup d'État parfaitement organisé. C'était plutôt quelque chose d'assez fou. Et vous savez qui était derrière tout ça? British Petroleum, BP. Le Premier ministre anglais est venu voir Eisenhower et lui a dit « Nous risquons de perdre les puits de pétrole iraniens, et nous en avons besoin, comme vous avez besoin de ceux de l'Arabie Saoudite. » Et les Américains y sont allés. On ne pouvait pas laisser tomber l'Iran, mais d'un autre côté, on n'allait pas refaire une deuxième guerre de Corée en Iran. L'opération clandestine était la solution la moins coûteuse. Et comme la CIA était inactive et qu'Allen Dulles venait de prendre ses fonctions avec pour mission d'agir, il l'a fait. Et d'après lui, le moyen le moins onéreux de montrer que nous étions une grande puissance, c'était de renverser des gouvernements, mais en confiant ce travail à la CIA. Ça a été un si grand succès qu'ils se sont dit « Pour le Guatemala et les autres pays, on n'a qu'à faire comme ça, c'est beaucoup plus simple. » Et la question de savoir si c'était moral ou immoral... Elle est dédiée à maintenir une sorte d'hégémonie économique et militaire des États-Unis. Vous dites dans votre livre que la CIA est en partie indépendante vis-à-vis du président. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, ça c'est en vertu d'un principe qu'on appelle plausible deniability, le déni plausible, qui est inscrit dans ce National Security Act de 1947 et donc dans les statuts de la CIA, qui dit que pour des raisons pour protéger le président, la CIA doit organiser toutes ces opérations secrètes. En gros, on peut dire sans en informer le président. Ou en tout cas, en faisant en sorte que le président puisse toujours dire qu'il n'était pas au courant. Donc, entre le fait de permettre au président de dire « j'étais pas au courant » et de ne pas le mettre au courant, effectivement, la tentation, donc très souvent, le président, effectivement, devient
hors jeu de ce jeu-là. Après, ça va dépendre quel président. Il y a des présidents qui ont un peu plus, hein, qui ont un pied dans la CIA, justement. Il y en a d'autres qui sont complètement en dehors. Ouais, ça, c'est un aspect important, effectivement, qui explique que cet État profond devient autonome, notamment la CIA, hein, puisque dans les années 70, on a découvert des tas de choses. On a découvert qu'elle s'occupait de faire assassiner des tas de dirigeants, de déstabiliser des tas de gouvernements élus pour implanter des dictateurs aux ordres de Washington, etc. Donc tout ça, ça a été un peu révélé par des commissions d'enquête dans les années 70. Et c'était une surprise énorme pour les Américains, parce que c'est totalement illégal, totalement... donc la CIA, effectivement, est devenue... une sorte de mafia, qui fonctionne quand même sur le budget, plus ou moins des budgets. Alors des budgets aussi, pour pouvoir travailler justement dans l'obscurité la plus totale, la CIA en plus est amenée à générer ses propres financements. Hein, ça c'est un aspect important des choses et peut-être l'aspect le plus terrifiant, parce qu'on s'aperçoit que la CIA est toujours partout très impliquée dans le trafic de drogue. Et pas du cannabis, non, de la cocaïne et de l'héroïne. Essentially, black operations were not only caught dealing arms illegally and supporting South American dictators, but also smuggling drugs into the United States. Iran-Contra was really the merging of two different programs. The first one was support for the Contras, who were, let's face it, a force of terrorists in Nicaragua trying to overthrow the Sandinista government. They were being secretly supported by the CIA, and at the bottom of the whole thing was drugs. Iran-Contra was openly exposed by massive network coverage. How was it that in 3 years, a network Washington set up to run arms to the Contras wound up running cocaine into this country for the most vicious drug cartel in the world? At the same time, we were supposed to be fighting a war against drugs. Tous ces trafiquants savaient qu'il valait mieux pour eux de faire partie de l'équipe, de se prévaloir de l'immunité de la CIA. Un jour, j'étais avec l'Américain le plus haut placé dans la lutte contre ce trafic au Moyen-Orient et il a dit en ma présence, « Le problème, c'est que je découvre que toutes mes cibles travaillent pour la CIA. » Que ça soit au Vietnam, en Asie du Sud-Est, puis au Moyen-Orient, en Afghanistan. Et quand on regarde un peu l'histoire des réseaux de drogue, on est assez effrayé finalement de conclure que tout ça a été très fortement encouragé. Disons que les explosions diverses des différents réseaux de drogue, héroïne et cocaïne, sont très liées à la CIA. Ça, c'est assez effrayant. Et parallèlement, puisque partout où il y a du trafic de drogue, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Afghanistan ou ailleurs, il y a un trafic d'armes. C'est deux choses qui, curieusement non, ça s'explique, vont toujours ensemble. C'est-à-dire que la drogue va dans un sens et puis les camions reviennent avec des armes. C'est toujours comme ça. Et les armes servent à armer des milices, des pseudo-révolutionnaires et déstabiliser des pays à droite et à gauche. Donc, en fait, on a une CIA qui est en fait indépendante à la fois sur le plan des ordres et puis même financièrement. Et même financièrement, et même de tas de manières, puisque lorsqu'on a des opérations très sensibles, il est très difficile de prouver qu'un tel travaille pour la CIA, parce qu'évidemment, il n'est pas sur la feuille de paye de la CIA lorsqu'on est dans des opérations. Donc c'est effectivement une machine absolument monstrueuse qu'a créée Truman contre l'avis de beaucoup de gens qui étaient inquiets effectivement de cette autonomie qu'on lui donnait. Bon, après l'histoire a évolué, la CIA a été, certains présidents, donc Kennedy, ont essayé de prendre le contrôle un petit peu de tout ça. Donc ces opérations sont un petit peu, il y en a beaucoup qui sont sortis de la CIA, qui sont rentrés sous le contrôle direct du Conseil de sécurité nationale. Bon, après ça s'est diversifié en fait, hein. L'État profond s'est beaucoup diversifié. C'est pas une entité bien définie, l'État profond, et surtout il faut pas voir ça comme un espèce de groupe de gens qui sont tous d'accord. Parce que c'est un peu l'image qu'on a tenté d'avoir, mais en réalité, c'est simplement un niveau obscur dans lequel se passent des tas de choses, avec des tas d'acteurs qui ont des intérêts divergents, parfois convergents, parfois divergents, et qui peuvent se trahir, se manipuler eux-mêmes, puisque quiconque veut manipuler l'État américain
doit commencer par manipuler l'état profond. Donc il y a beaucoup de manipulation déjà à cet état profond. Et du coup, c'est un petit peu comme un oignon. Il y a des états profonds, puis il y a des profondeurs qu'on soupçonne, qu'on découvre après quand on rentre là-dedans. On pourrait voir par exemple, un exemple hein, pour illustrer, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on voit se passer à partir de Reagan, de la présidence de Reagan, entre le clan, enfin après la présidence de Reagan, entre le clan Bush, on peut dire, hein, qui est lié au clan Rockefeller, Harriman, enfin tout un monde de financiers plutôt WASP, hein, plutôt anglo-saxons, hein, et puis les néoconservateurs. Qui rentrent en politique par l'état profond, en même temps qu'ils rentrent par plusieurs entrées. Mais on voit arriver sous la présidence de Bush Junior, on a du mal à comprendre comment c'est possible, mais en réalité on a d'un côté Bush Junior qui est quand même le fils de Bush Senior, lequel était plutôt contre les néoconservateurs. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre dans l'état profond, il y a des tas de choses qui se passent, il y a du chantage, il y a de l'argent, on achète des gens, on les fait tomber d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un panier de crabes, quoi, hein, c'est un panier de crabes. Alors JFK, lui, fait partie de ce monde économique, hein, donc c'est un personnage, évidemment, il a beaucoup d'ambiguïté. Jack Kennedy, moi je recommande pour vraiment comprendre Kennedy, outre mon livre, mais mon livre s'appuie beaucoup en fait sur un livre extraordinaire de James Douglas, qui est maintenant traduit en français aux éditions 2001, et moi que j'ai lu 5 fois parce qu'il m'a énormément ému. Bien qu'après, je me suis aperçu qu'il manque peut-être certains éléments, mais on saisit bien la dimension de Kennedy, hein, qui est un individu tout à fait exceptionnel, hein, qu'on ne peut pas réduire à sa famille. C'est une famille exceptionnelle, mais John Kennedy lui-même et son frère Robert sont deux individus exceptionnels, et donc ils ne se réduisent pas à simplement leur monde. Mais ils sont quand même issus de ce monde de la haute finance, irlandaise, enfin dans un espèce de clan irlandais, voilà. Mais c'est un personnage, voilà, qui a utilisé l'argent de son père pour faire des choses que son père n'approuvait pas forcément. Il faisait pas le travail enfin, il n'était pas aux ordres de son père, pas du tout. Hein. D'accord. Mais enfin, il y a cette dimension dans Kennedy. Bon, si on résume en fait le parcours de Kennedy et puis son affrontement avec l'état profond. Hein, il y a quelques épisodes clés. Il y a l'épisode de la baie des cochons. À Cuba, Fidel Castro, qui vient de chasser le dictateur Batista, nationalise les plantations de sucre détenues par les Américains. Dès le lendemain, commence l'escalade. Fin des prêts à Cuba, rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et accord commercial soviéto-cubain. Castro défie Washington et s'affiche avec le chef du Kremlin, Khrouchtchev. Il était un très mauvais exemple pour les autres pays d'Amérique latine. L'idée qu'une petite île se rebelle contre Washington et déclare qu'elle ne serait plus un pays satellite, c'était inadmissible. C'est Eisenhower qui avait remis à John Kennedy, le jour même de la passation de pouvoir, le dossier baie des cochons. Un complot organisé par Richard Nixon, qui était alors persuadé d'être élu contre Kennedy en 1960, et Allen Dulles. Kennedy avait donc hérité du projet mis au point par la CIA, le renversement de Castro grâce à un débarquement dans la baie des cochons. Il a donné son accord. Il était à la recherche d'une initiative, on lui a proposé la baie des cochons et il en a accepté l'idée. Kennedy venait d'occuper le bureau présidentiel juste après son élection. On lui parle de la baie des cochons, il déteste ça, mais il y va quand même. Et c'est un désastre intégral. La CIA envoya au suicide 1500 exilés cubains peu expérimentés, en espérant que Kennedy, devant le désastre, se sentirait obligé de dépêcher l'armée américaine en renfort. Mais Kennedy refusa et l'opération échoua. La CIA lui attribua la totalité de l'échec de la baie des cochons. Le véritable plan était que ces insurgés, entre guillemets, cubains, une fois débarqués à Cuba, évidemment n'auraient pas pu faire grand-chose, et donc auraient appelé à l'aide les États-Unis, qui, comme par hasard, avaient quelques porte-avions pas trop loin, et sous la pression, Kennedy aurait été obligé d'autoriser l'intervention des États-Unis.
Mais il avait dit, il n'est pas question, il l'avait dit, je signe, mais il n'est pas question qu'il sentait le coup venir, donc il l'avait dit, pas question que les États-Unis interviennent officiellement. Et donc lorsqu'il a été mis au pied du mur, si vous n'intervenez pas, ces pauvres malheureux cubains, ils vont se faire massacrer, il a dit, je signe pas. Donc il a téléphoné même personnellement à l'amiral de la flotte locale pour lui interdire toute intervention. Donc il a fait échouer l'opération de la baie des Cochons. Hein. Du point de vue de la CIA, il l'a fait échouer. Mais il a compris que la CIA avait cherché à le berner. Il a donc, on a des tas de citations rapportées par des témoins où il dit il faut absolument que il a compris que la CIA serait un ennemi terrible contre lui, donc il projetait déjà de la détruire, et peu après il a fait, enfin de la détruire en tout cas, de la réduire dans sa capacité de nuisance. Et il était absolument hors de lui. S'il avait pu, il aurait démoli la CIA. Il était dans une telle rage qu'un mois avant sa mort, il a dit « Je vais prendre la CIA, la mettre en pièces et la répandre aux quatre vents ». Vous avez déjà vu des petits bouts de CIA? Je n'en ai vu nulle part. Personne n'a jamais réussi à la démanteler, la CIA. John Kennedy décide de réduire les pouvoirs de la CIA et de se séparer de son puissant patron, Allen Dulles, qui est forcé à donner sa démission. Kennedy, en présence de Dulles, nomme comme directeur John McCone, un petit homme effacé, discret. Allen Dulles est furieux contre ce qu'il appelle son limogeage. Il était depuis 10 ans l'incarnation même de la CIA. Donc bon, il y a l'opération de la baie des Cochons qui instaure un climat de méfiance extrême entre la CIA et Kennedy. Il y a après la crise des missiles cubains en octobre 62. Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Or, Cuba n'étant qu'à 200 km, les côtes américaines jusqu'à New York étaient tenues sous le feu des fusées à courte portée, tandis que les engins à moyenne portée menaçaient les 2/3 des territoires des États-Unis. Ces photographies allaient déclencher l'alerte. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autre raison que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous. Il lançait en même temps le poids de la flotte américaine dans la balance en décrétant le blocus pour tout équipement militaire offensif à destination de Cuba. Or, à ce même moment, 25 cargos soviétiques étaient déjà en route. Qu'allait-il sortir de la rencontre? Les cargos accepteraient-ils le contrôle? Tenteraient-ils de forcer le passage? Les heures commencèrent à se faire lourdes. Sur la côte américaine, les radars étaient déjà en état d'alerte. On suivait dans les caves des états-majors la marche des cargos, dont certains, disait-on, étaient porteurs de fusées à charge nucléaire. Or, les consignes étaient strictes. Si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer. C'est dans cette atmosphère que le Conseil de sécurité se réunit d'urgence. Plainte de l'URSS accusant les États-Unis de piraterie par la bouche de M. Zorin. Et Kennedy est soumis à une énorme pression de la part des grands généraux du Pentagone, qui sont des héros de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier général Lemay, qui a réduit le Japon en cendres, qui a le chef de l'Air Force, hein, donc un criminel de guerre, on pourrait dire. Hein, si les États-Unis avaient perdu la guerre, il aurait été jugé comme criminel de guerre, mais ce sont ce sont ce qu'on appelle les Cold Warriors, hein, c'est-à-dire les guerriers de la guerre froide, hein, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est gagner la guerre froide. Avec une logique tout à fait rationnelle, qui est que l'Amérique a une avance technologique, et donc il faut en profiter tout de suite. Hein, c'est logique. Donc, allons-y, bombardons Cuba. On verra bien s'il arrive à balancer quelques missiles, on ne sait pas trop. Bon, le coût, demande Kennedy, ça va nous coûter combien de morts? Oh, peut-être 100 millions, on ne sait pas trop. Bon, enfin bref, Kennedy dit pas question. Donc il trouve un moyen de négocier avec Khrouchtchev, qui se trouve être un personnage aussi tout à fait providentiel de ce point de vue-là. Hein, et on verra que Khrouchtchev et Kennedy donc, établissent à partir de ce moment-là une relation personnelle, par lettre.
Enfin bref, Kennedy parvient à sortir de la crise sans guerre, aux grandes dames de Lemay et des grands généraux qui pensaient que c'était l'occasion de déclencher la Troisième Guerre mondiale, inévitable, cette Troisième Guerre mondiale, de toute manière, il fallait qu'on en finisse le plus vite possible. Donc ils ont fait échouer une obsession, un plan qui avait mûri, hein, ce plan de finir la guerre froide, enfin de la réchauffer, du coup la faire exploser, et de la gagner rapidement. C'était quelque chose qui avait mûri, c'était pas simplement de la paranoïa, il y a eu des rapports, il y a eu des mémos, il y a eu des commissions qui ont élaboré des stratégies pour ça. Donc la crise des missiles cubains, pour certains, était l'opportunité, l'occasion rêvée de déclencher cette guerre. Après, il y a le fait que Kennedy établisse un lien, une relation de confiance avec, on a ces lettres, l'échange de lettres, il y en a une vingtaine hein, de lettres entre Kennedy et Khrouchtchev qui ont circulé totalement hors circuit, Kennedy ne faisant pas confiance et Khrouchtchev non plus, Khrouchtchev étant un peu dans la même situation en fait, hein, il avait autour de lui des guerriers qui voulaient... et lui, il a compris que non, la guerre nucléaire, c'est pas possible, quoi. Il fallait à tout prix. Donc, ils ont eu, je pense, des prises de conscience parallèles, hein, ces deux hommes, et donc ils se sont retrouvés, ils se sont compris, ils se sont fait confiance, et ils ont cherché à avancer, chacun étant finalement obligé de se méfier dans leur propre dos. Il a aussi initié un dialogue avec Castro, alors pas personnellement, mais en faisant jouer ses amis journalistes. Donc là aussi, la CIA le surveillait évidemment et savait très bien ce qui se tramait, d'autant plus que la CIA, alors faut bien un exemple par exemple pour comprendre ce qui se jouait, la CIA, eux, essayaient de faire assassiner Castro. Tout en s'arrangeant pour que s'il y a quelque chose qui foire, ils puissent dire c'est Kennedy qui nous l'a demandé. Alors que Kennedy n'était pas au courant, ni Kennedy John, le président, ni le chef théorique de la CIA, non, il n'est pas chef de la CIA par contre, il est chef du FBI, l'Attorney General, c'est-à-dire le ministre de la Justice, qui est Robert Kennedy, le frère cadet de Kennedy. Donc on sait aujourd'hui, maintenant c'est clair, on a essayé de nous faire croire pendant longtemps que c'est les Kennedy qui avaient essayé de faire assassiner Castro et que ça leur aurait été retombé dessus. Effet boomerang, hein, il y a eu une thèse, Kennedy ont été assassinés, c'est un effet boomerang. Bon, en réalité, la CIA essaye de faire assassiner Castro sans vraiment l'aval d'aucun des Kennedy, et même à un moment, à l'insu d'un envoyé, d'un émissaire de Kennedy qui s'appelait, comment il s'appelait déjà, James Donovan, qui avait été envoyé par Kennedy pour discuter avec Castro de différentes choses, bon, mais établir un contact amical, qui était devenu un ami de Castro d'ailleurs, ce James Donovan. Et un jour, la CIA lui avait confié un cadeau pour Castro, qui était une combinaison de plongée empoisonnée. Mais le pauvre James Donovan ne savait pas qu'elle était empoisonnée. Alors on ne sait pas trop ce qu'est devenu cette combinaison, Castro n'a pas apparemment été empoisonné, mais c'est pour montrer le jeu pervers de la CIA qui essaye de faire assassiner Castro, de manière à après pouvoir faire en sorte que Kennedy soit accusé donc on a ce genre de choses. Et puis le dernier élément donc il y a les tentatives de pourparlers directs avec Khrouchtchev, il y a le dialogue avec Castro qui irrite absolument tout ce monde de la sécurité nationale qui est le Pentagone et la CIA. Et puis troisième chose, peu avant, dans les derniers mois, on s'aperçoit que Kennedy veut arrêter la guerre du Vietnam, qui n'a pas vraiment commencé en fait. La guerre du Vietnam, les historiens sont très divisés, mais je sais qu'aux élèves de lycée, on dit que la guerre du Vietnam, c'est Kennedy qui l'a créée. Non, Kennedy a accepté d'envoyer 15 000 conseillers militaires, bon, c'était des soldats, mais enfin, ils n'étaient que 15 000, pour soutenir le gouvernement ami du Vietnam Sud contre le Vietnam Nord, mais on ne peut pas dire qu'il y avait une guerre du Vietnam. Donc, mais Kennedy a dit ça suffit, ramenez-les. Il avait signé des mémorandums NSAM 263, hein, pour le citer, ça fait partie des archives déclassifiées, où il est très clair que Kennedy veut d'ici progressivement retirer toutes les troupes pour qu'en 1965, il n'y ait plus personne, l'Amérique n'ait plus personne au Vietnam, qu'il se débrouille. Alors ça fait un certain nombre de choses tout à fait inacceptables et on imagine que ça suffit pour générer un complot, une décision au sein de cet État profond qui implique le Pentagone, la CIA, mais essentiellement la CIA, d'éliminer Kennedy tout simplement. Bon, cela dit, en creusant, on s'aperçoit qu'il y a d'autres composantes
en particulier, et il y a différentes thèses qui s'affrontent, hein, parmi les chercheurs sérieux et honnêtes sur Kennedy, parce qu'il y a tout un tas de thèses qui sont en fait des leurs pour attirer. Il y a la thèse de la mafia corse, il y a la thèse de la mafia tout court, on ne sait pas trop laquelle. Il y a des tas de thèses bidons qui sont véritablement destinées à créer de la confusion. Mais parmi les thèses sérieuses, enfin telles que moi je les ai identifiées, il y en a 3. Il y a cette thèse-là qu'on vient de dire qui effectivement fait porter le soupçon principal sur la CIA, hein, parce que le Pentagone peuvent être d'accord, mais ils n'ont pas les moyens, c'est la CIA qui a les moyens d'organiser un tel assassinat. Donc la CIA, Richard Helms, le patron des opérations clandestines. Mais il y a quelques problèmes avec cette thèse, notamment le fait que, tel que le complot a été préparé, visiblement, avec un Oswald, James Lee Oswald, un patsy, comme on dit, c'est-à-dire un espèce de bouc émissaire, un lampiste, on peut traduire ce terme patsy, hein, qui s'applique particulièrement à Oswald, qui a été préparé pour faire porter le chapeau aux soviétiques et aux cubains, hein, puisqu'il aurait été communiste, etc. Il y a tout un tas de liens. C'est un personnage qui a été fabriqué, on a fabriqué son histoire pour qu'au moment où on l'arrête, on puisse dire « Ah, c'est un communiste ». Et donc, voilà. Donc, visiblement, le but était de faire une opération sous fausse bannière, tout simplement. Hein, tel qu'on en retrouve après, c'est même le prototype de l'opération sous fausse bannière. Hein. Après, on parlera une autre fois de Ben Laden, mais c'est la même chose. Hein, c'est un faux coupable qui est fait pour faire porter le chapeau à la puissance ennemie. Et donc, du coup, pour en même temps déclencher cette Troisième Guerre mondiale, déclencher une invasion de Cuba. Évidemment, c'était pour que le public américain soit préparé à comprendre que la vengeance implique qu'il faut aller bombarder Cuba. Et après, advienne que pourra, évidemment, les soviétiques. Donc visiblement, mais ça n'a pas eu lieu. Hein, donc ça pose question, ça déjà. Hein, si le complot a bien fonctionné, pourquoi après il n'y a pas eu la guerre contre Cuba? Alors il y a eu la guerre contre le Vietnam, il y a eu l'escalade de la guerre du Vietnam de Johnson. Donc certains pensent que c'est Johnson qui a empêché finalement l'invasion de Cuba. Cuba c'est un peu près, un peu risqué. On va aller faire la guerre beaucoup plus loin là-bas où les Américains, de toute manière, ça les intéresse. Enfin je veux dire, ça les angoissera moins. Une guerre près de la Floride, un peu... Donc on peut imaginer que Johnson a joué un rôle de compromis. C'est une manière de lui donner le bon rôle. Mais en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'au contraire, Johnson est le plus malin de tous les comploteurs et que c'est lui le véritable cerveau de l'opération. Et ça ressort pas du tout dans le livre de James Douglas, qui fait partie des chercheurs qui exonèrent Lyndon Johnson. Je rappelle, Lyndon Johnson était le vice-président de Kennedy, devenu président automatiquement. Alors l'histoire, là il faut absolument comprendre qui est Lyndon Johnson aussi, et ses biographes, tout un tas de livres sont parus récemment, les archives déclassifiées. On est maintenant 50 ans après les événements, et donc il y a eu beaucoup d'archives déclassifiées, hein, donc on est à une période où on arrive à y voir beaucoup plus clair. C'est pour ça qu'il y a des tas de livres passionnants qui sont sortis récemment, parce que tout un tas de documents qui permettent d'y voir beaucoup plus clair. Et à mon avis, il est impossible d'exonérer Johnson. De toute manière, il est inimaginable que ceux qui ont comploté pour tuer Kennedy l'aient fait sans l'assurance que Johnson couvrirait les choses. C'est inimaginable. C'est Johnson, lui, et presque uniquement lui, qui a bloqué toute enquête, qui a empêché que la vérité sorte, qui a tout verrouillé pour que Oswald porte le chapeau. Mais il a été plus malin que la CIA, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était pas de la guerre contre Cuba, c'était de devenir président. Donc il a été, en fait, moi je pense qu'il a véritablement été l'homme clé, et c'est un personnage, alors autant Kennedy est un personnage christique, autant Lyndon Johnson, quand on étudie sa biographie, il a probablement au moins 5 ou 6 cadavres derrière lui, c'est un psychopathe, c'est un personnage absolument abominable, quoi. Donc ça aussi c'est une dimension
Ça, c'est une dimension oui, un peu diabolique de cette histoire qui ne ressort pas du tout dans le livre de James Douglas. Donc ça, c'est la deuxième thèse. Qui a tué Kennedy? Première thèse, la CIA. Moi, je dis chaque thèse représente un tiers de la vérité. Ça, c'est un tiers de la vérité. Peut-être le plus gros tiers. Hein, l'état profond, la CIA, peut-être le plus gros tiers. Deuxième tiers, Johnson. Sans Johnson, ce n'était pas possible. Et probablement que Johnson, en acceptant la vice-présidence, avait déjà prévu son coup. Enfin, à mon avis, c'est quand même l'homme clé. Mais il y a une troisième thèse qui alors est représentée pratiquement par un seul livre hein, de Michael Collins Piper, qui est Israël. Alors, quand on essaye de creuser la piste Israël, il y a aussi des éléments troublants. Il y a deux choses troublantes, il y a des éléments troublants, je vais vous en donner un, mais il y a aussi une autre chose troublante, c'est que ces éléments troublants qui incriminent Israël sont soigneusement évités par la majorité des chercheurs. Un exemple tout bête. Si on veut savoir qui a tué Kennedy, le mieux, c'est d'essayer de comprendre qui a tué Oswald. Parce que Oswald, c'est le petit pion à qui on veut faire porter le chapeau, qu'on aurait dû probablement, il était probablement question qu'il se fasse éliminer durant son arrestation. Bon, malheureusement, il a eu le temps de dire « je suis pour rien, I'm just a patsy hein, je suis juste un pion ». Bon, ça déjà, c'était un peu gênant. Bon, enfin bref, il a été tué 2 jours après. Par qui? Ben, logiquement, par celui qui est chargé de le faire taire pour protéger le vrai coupable. C'est la logique même. Hein, donc, qui a tué Oswald? C'est la question auquel on devrait s'intéresser en priorité. Mais curieusement, ce n'est pas une question qui préoccupe beaucoup les chercheurs. Et la raison, à mon avis, c'est que celui qui a tué Oswald, c'est Jack Ruby. Et il est très difficile de savoir quel est son vrai nom, parce que pratiquement aucun chercheur ne le dit. Jack Ruby, en réalité, ça s'appelle Jacob Léon Rubinstein. Bon. Alors, qui est Jack Ruby ou alias Rubinstein? Ça fait partie des éléments, c'est un exemple, hein, je vous donne juste un exemple d'éléments qui conduit vers Israël, mais cette piste est curieusement, enfin ça pose question, elle est soigneusement évitée par beaucoup de chercheurs qu'on peut pourtant difficilement soupçonner de... Je pense que là, il faut invoquer tout un tas de mécanismes psychologiques, des gens qui sentent qu'on peut incriminer la CIA, on peut incriminer Lyndon Johnson. Si on incrimine Israël, là, on est dans un autre... on risque plus gros. Je pense qu'on est forcément obligé d'invoquer ces choses-là. Parce que Jack Ruby, par exemple, en gros, hein, lorsque vous lisez les livres intéressants sur Kennedy, on vous dit qu'il était lié à la mafia, etc. La mafia? Mais non, pas la mafia juive. Qui existe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et qui est très différente, qui n'a rien à voir, enfin qui a des liens évidemment avec la mafia sicilienne, mais qui est un réseau criminel essentiellement organisé par des Israéliens ou des Juifs, qui sont eux-mêmes liés pratiquement tous au Mossad ou au service secret israélien et à l'État profond israélien, qui se sentent très souvent très loyaux vis-à-vis de leur communauté et de leur pays. Et Jack Ruby fait partie de ce monde-là. Et plus incroyablement, Jack Ruby, qui est un personnage un peu instable, et à partir du moment où il est emprisonné, il se met à dire des trucs incroyables, il se met à dire « j'ai fait ça pour mon peuple ». Il se met à vouloir exiger de parler à Johnson, à Lyndon Johnson en personne, pensant probablement que Lyndon Johnson l'aurait fait libérer. Et il fait passer un message à Johnson, si je ne parle pas à Johnson, il va arriver des choses terribles à mon peuple, le peuple juif. Hein. Donc il dit des tas de choses comme ça, bizarres, qui sont quand même un peu troublantes, qui en tout cas suscitent un peu de recherche, quoi. Hein. Qui ont été faites? Bah non. Non, sauf par un chercheur qui s'appelle Michael Collins Piper, mais qui est évidemment diabolisé, y compris dans la communauté des chercheurs sur Kennedy, qui est une communauté énorme. Ça. Voilà. Donc à titre purement informatif, c'est bien de le voir qu'il y a 3 thèses. Il y a la thèse dominante, CIA, et une thèse un petit peu qui est montante, qui à mon avis va finir par l'emporter un peu, qui est la thèse Johnson, avec quelques livres récents très très intéressants qui démontrent à quel point Johnson était impliqué jusqu'au cou. Et puis il y a cette thèse qui montre quand même des éléments incriminant Israël, qui
thèse qui a du sens lorsqu'on comprend aussi un aspect de la politique de Kennedy, qui est un aspect, disons, du combat que menait Kennedy pour la paix, qui était d'empêcher Israël de se doter de l'arme nucléaire. 1961. John Kennedy est élu président. Tel Aviv constate alors que le soutien de Washington faiblit. Kennedy, plus qu'aucun autre président américain, cherchera à freiner le programme de développement nucléaire israélien. Les deux pays ont connu des périodes de forte tension, surtout lorsque Kennedy a exigé pour les Américains un accès à Dimona. Il voulait empêcher les Israéliens de produire des armes atomiques afin de mettre un terme à la course au nucléaire. Mais Israël a eu le dernier mot. La tension a été très forte. Tout s'est joué à huis clos. Kennedy hausse le ton. Il exige une inspection de Dimona pour s'assurer qu'on n'y fabrique pas d'armes nucléaires. Il menace même de suspendre l'aide économique accordée à l'État hébreu. Israël cède en apparence. À cause de la pression américaine, les Israéliens ont accepté une inspection de la Commission atomique américaine, une inspection de réacteurs. Puisque la théorie, c'était que c'était un réacteur de recherche et non un réacteur qui pouvait produire du plutonium. Et donc, pendant des mois, les Israéliens ont monté une salle de commande complètement qui n'avait aucun rapport avec la réalité, mais où il y avait des vraies commandes, où il y avait des... Et derrière cette salle de commande, il y avait des techniciens et des savants israéliens qui avaient programmé, tous, au fur et à mesure que les Américains prenaient maniaient les commandes, eux réagissaient pour que les données qui apparaissent soient des données d'un réacteur civil et d'un réacteur de recherche. Dimona sert bien à fabriquer du plutonium et des armes nucléaires. Les Israéliens prétendent le contraire, mais Kennedy n'est pas dupe. Pour Kennedy, la signature du traité de non-prolifération nucléaire était une priorité. Il a donc tout fait pour que Ben Gurion le ratifie. Pour la première fois, il a accepté de fournir à Tel Aviv des armes non nucléaires. Ben Gurion lui avait proposé le marché suivant. Donnez-nous des armes conventionnelles et nous mettons un terme à notre programme nucléaire. Kennedy a donc donné son feu vert à la livraison de missiles anti-aériens à Israël, qui s'est empressé de les déployer autour du réacteur de Dimona. Il y a un affrontement souterrain entre Kennedy et Ben Gurion, en 1963 notamment, très très dur, dans lequel Kennedy écrit des lettres adressées personnellement à Ben Gurion, dans lesquelles il le met en demeure d'accepter des inspections tous les 6 mois de ce fameux site de Dimonia où on sait très bien que vous êtes en train de fabriquer de la bombe atomique. Ben Gurion démissionne lorsqu'il reçoit avant de recevoir la dernière. Enfin bref, toute une histoire assez complexe qui montre que l'enjeu était énorme pour Israël quand même. Hein, puisque après Israël, après Kennedy, il faut aussi voir ça, après Kennedy on a Lyndon Johnson, et quand on étudie l'histoire des relations entre les États-Unis et Israël, eh ben c'est sous Johnson que se tisse un lien extrêmement étroit. John Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. Son successeur, Lyndon Johnson, intensifie les relations avec Tel Aviv et Washington ferme les yeux sur les activités de Dimona. Johnson et Eshkol, le successeur de Ben Gurion, ont conclu un accord simple. Vous, Israéliens, ne dites rien, et nous, Américains, ne savons rien. C'est Johnson qui a fait
d'Israël, une sorte de, alors selon la thèse de Chomsky, une sorte de tête de pont des États-Unis. En tout cas, c'est sous Johnson que ce lien très très fort, hein, très complexe, est fondé. Hein, donc on voit que l'enjeu était énorme, hein, pour Israël, et les bienfaits qui ont résulté de l'assassinat de Kennedy sont gigantesques.